Bienvenue à tous. Nous allons être ensemble pour les prochaines 45 minutes pour parler océan dans le contexte 2025, avec notamment en France le prochain accueil début juin de la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan qui aura lieu à Nice. Donc pour les 45 prochaines minutes, nous sommes réunis notamment autour du lancement de ce nouveau recueil de bonnes pratiques d'entreprise d'EPE, donc qui s'intitule Connaître, agir, transformer, action des entreprises pour l'océan en mer et à terre. Donc, nous allons être accompagnés d'un certain nombre d'intervenants d'entreprises qui viendront tout à l'heure témoigner de pourquoi et comment ils se sont engagés sur ces sujets. Donc, nous avons volontairement le parti pris d'avoir un webinaire assez court et avec un certain nombre de témoignages croisés. Donc, et tout ça dans dans une petite étendue de temps. Donc, vous allez voir, ça va être peut-être un peu frustrant, mais c'était le but de pouvoir s'ouvrir sur ce sujet. Donc trois parties pour la prochaine heure. Donc d'une part, nous commencerons par une présentation de cette publication qui sera tout à l'heure disponible sur le site internet d'EPE. Ensuite, nous passerons à une table ronde avec nos différents intervenants qui pourront préciser les témoignages qui apparaissent dans la publication et nous terminerons par une session de questions-réponses. Et à cette fin, n'hésitez pas à dès maintenant poser vos questions dans le chat, vous présenter dans la fenêtre conversation et tout cela nous sera utile pour la séance de questions-réponses. Et bien, tout d'abord, pour commencer, nous allons se présenter. Donc, tout d'abord, donc moi-même, donc David Laurent, je suis directeur de la transformation écologique chez EPE. Donc, EPE, c'est une association dont les membres sont des grandes entreprises françaises, association qui a été créée en 1992, donc au moment du sommet de la Terre, et aujourd'hui qui réunit ces entreprises autour de trois grands enjeux: co-construire les réponses aux défis de la transition écologique, faire monter l'environnement dans l'agenda des dirigeants et échanger et débattre avec les parties prenantes. Donc, toutes ces réflexions prennent majoritairement la forme de groupes de travail qui se réunissent périodiquement et dont les réflexions sont ensuite formalisées dans différents types de livrables, des recueils de bonnes pratiques, des publications, des rapports, également des colloques. Et donc, le recueil de bonnes pratiques Océan qui est présenté aujourd'hui est un de ces livrables. Et donc ce produit, il est issu de la commission Océan d'EPE, donc une commission qui a été créée en 2018, qui a permis la réalisation d'un premier livrable en 2021, donc un rapport assez exhaustif qui s'intitule La mer, nouvelles frontières pour l'environnement et l'économique. Donc je vous le conseille encore à la lecture. Après 4 ans, il est encore complètement à jour et voilà, régulièrement, on a encore des retours très positifs sur ce rapport qui présente un panorama exhaustif de finalement quels sont aujourd'hui les enjeux environnementaux et économiques et de gouvernance pour les acteurs privés sur les enjeux maritimes, littoraux et océans. Et donc, c'est pour faire suite à ce premier travail et dans la perspective de la conférence des Nations Unies sur l'océan que le deuxième travail de PE a été réalisé, donc pour formaliser des échanges qui ont été riches dans cette publication pendant 3 ans et qu'on a souhaité du coup pouvoir partager avec l'extérieur. Donc, bien sûr, ça reste on va dire une synthèse, donc ça ne reflète pas que très partiellement la grande richesse des échanges qu'il y a eu au sein de ce groupe de travail, mais c'était une volonté de pouvoir le partager à l'extérieur. Et donc, je vais passer la parole à Alicia pour pouvoir vous en dire un petit peu plus sur ce nouveau livrable. Alicia, c'est à toi. Merci beaucoup David. Bonjour à toutes et tous. Donc Alice Lachaise, moi je suis responsable Océan chez Entreprise pour l'environnement et j'ai eu le plaisir de coordonner aux côtés de David la rédaction de ce recueil que je tiens entre les mains et qui vous sera prochainement diffusé.
Voilà, David a un peu rappelé le contexte dans lequel s'inscrit la publication de ce recueil de bonnes pratiques, comme on pourra l'appeler, puisque vraiment l'intention donnée à cette publication, c'était de recenser l'ensemble des bonnes pratiques qui donc nous ont été partagées au sein de la commission Océan pour mettre en avant finalement les pratiques qui montrent comment les entreprises se saisissent du sujet océan avec le contexte effectivement de l'UNOC, mais où aussi on le connaît et les constats sont de plus en plus avérés sur les pressions que subissent l'océan face aux différents usages et donc comment les entreprises prennent en compte ce paramètre dans leur stratégie existante. Euh, donc voilà à quoi ressemble un peu la publication. Donc sa particularité, c'est qu'on a aussi essayé donc comme le disait David, c'est une synthèse, mais on a essayé d'articuler les différentes bonnes pratiques qui nous ont été remontées autour d'une illustration qui montre bien finalement l'ensemble des usages de l'océan, mais aussi en montrant la particularité terre-mer. Donc on le voit bien avec cette illustration qui nous montre la montagne jusqu'au fond marin, les différents continents, les différents usages qui existent, les différents secteurs aussi qui aujourd'hui sont liés de près ou de moins près au milieu maritime. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé un peu de faire au sein de cette brochure et tout en évidemment en recontextualisant aussi avec les différents enjeux, les différentes pressions, qu'elles soient le changement climatique, l'exploitation des ressources, les différentes formes de pollution, etc. Et puis aussi les secteurs de l'économie bleue qui émergent et qui sont aussi soutenus par les bonnes pratiques que vous trouverez dans la brochure. Rapidement, avant de passer la main à David pour la table ronde, donc la brochure s'articule autour de trois parties principales. Donc une première sur finalement quelles sont les bonnes pratiques d'entreprise pour mieux connaître leurs impacts en vue de les maîtriser et de les réduire et comment justement cette collecte de données scientifiques peut permettre de prendre des décisions éclairées. Donc c'est ce que vous retrouverez dans cette première partie avec des exemples de différentes formes de partenariats qui sont noués entre les acteurs économiques et les scientifiques, les différents outils qui sont mis en place pour collecter, analyser, suivre les différentes formes d'impact en milieu marin. Une deuxième partie plutôt sur, alors là on est plus sur des actions directes. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que vraiment ces bonnes pratiques, elles s'articulent autour de différents secteurs. Donc là vous pouvez le voir hein, avec les logos des entreprises qui apparaissent, avec des secteurs où on va plus facilement voir le lien avec l'océan, donc notamment tout ce qui est en lien avec le transport maritime, l'énergie ou la construction, et puis des secteurs où on pourrait se poser la question de prime abord, mais quel est le lien entre cette entreprise et l'océan? Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire ressortir au sein de cette publication, et donc c'est pour ça que vous trouverez aussi d'autres secteurs comme la finance, le luxe ou encore des industriels. Et donc, pardon, donc cette seconde partie plutôt sur voilà, comment aujourd'hui les acteurs économiques peuvent se mobiliser et soutenir l'ensemble des chaînes de valeur pour faciliter le passage à l'échelle des solutions de l'économie bleue. Et une troisième et dernière partie sur finalement pour des entreprises qui ont un lien moins direct de prime abord, comment elles peuvent aussi elles-mêmes mobiliser leurs propres parties prenantes et innover dans de nouveaux modèles économiques pour se transformer, mais aussi transformer autour d'elles et comment tout cela vient s'articuler aussi avec l'existant. Parce que ce qu'on a bien vu au sein de la commission Océan et ce qui ressort dans ces bonnes pratiques, finalement, c'est que l'océan ne doit pas apparaître comme étant un sujet en plus à traiter, mais bien un sujet qui vient s'articuler avec les stratégies existantes. Peut-être que les participantes ou les intervenants pourront revenir sur ce point avec des positions océan qu'on voit aussi émerger, etc. Donc voilà pour ce recueil. Donc on va vous mettre le lien pardon, dans le petit chat, comme ça vous pourrez juste après le webinaire télécharger cette publication qui existe en français et en anglais et vous trouverez aussi une version papier. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire pour qu'on note de vous en envoyer une, puisqu'elle aura aussi un poster. On a eu à cœur de rendre disponible cette illustration pour qu'elle puisse aussi venir inspirer celles et ceux qui se posent des questions sur comment prendre en main le sujet océan dans mon entreprise. Et David, je te repasse la main. Et il faut remettre ton micro. Merci beaucoup Alicia pour ce teasing. Donc effectivement, on vous invite tous à maintenant aller découvrir à la suite de ce webinaire cette publication. Donc nous allons maintenant passer à notre deuxième temps de réunion, donc la table ronde, et nous allons accueillir nos intervenants.
Donc pour ce faire, donc nous sommes avec Elsa Favremonnier, donc d'Engie, qui est responsable du pôle nature et société. Également avec nous Victoria Léchard de la BNP Paribas, donc Ocean Lead ESG Strategy and Advisory. Sylvain Taboni, qui est responsable Impact Investing au sein du Positive Impact Business Accelerator. Nous avons également Ludivine Serrière, donc, qui travaille chez Vinci, c'est Léonard, donc le laboratoire d'innovation et de prospective du groupe Vinci, et qui est accompagné de Lionel Dallard, qui est qui est directeur communication pour les activités terrassement et travaux maritimes chez Vinci Construction. Donc, merci à tous de nous avoir rejoints et de vous prêter à cet exercice. Donc voilà, donc, comme nous l'avons dit, pouvoir expliquer pourquoi et comment vous avez adressé ce sujet océan. On a fait le choix aujourd'hui, voilà, de mettre en avant trois approches différentes, hein. Le but étant bien sûr d'illustrer comment une entreprise peut se positionner et s'engager sur ces sujets, hein. C'est bien sûr non exhaustif, mais illustratif, hein, comme dans l'esprit de la publication. Et donc, pour commencer, je vous propose de donner la parole à Elsa Faromagno, donc d'Engie. Donc, Elsa, voilà, Engie, c'est un leader de l'énergie. Dans ce recueil, vous avez choisi de mettre un focus sur le sujet des mangroves. Alors voilà, expliquez-nous pourquoi et comment ce choix pour Engie. Oui, merci David. Je crois qu'on a une petite slide qui illustre les mangroves. Donc chez Envy, vous imaginez bien que les interactions avec l'océan sont multiples. Aujourd'hui, nous avons fait le choix de mettre en avant un projet qui nous tient assez à cœur parce qu'il est vraiment proche du business, alors qu'on pourrait croire que les mangroves, c'est pas un lien direct avec l'activité d'Engie. Et en fait, l'histoire de la restauration des mangroves au Moyen-Orient a démarré avec une problématique purement technique sur une centrale thermique qui avait des problèmes avec sa prise d'eau parce que les méduses étaient très très souvent colmatées sur la prise d'eau parce qu'elles proliféraient trop. Et quand les exploitants ont commencé à creuser, à essayer de comprendre le pourquoi, au-delà de la solution technique qu'on pouvait imaginer, mais ils ont découvert que parce que les mangroves ont beaucoup disparu dans la région, il n'y avait plus le prédateur de la méduse, à savoir la tortue. Et donc, ils se sont mis à s'intéresser à quel projet mettre en œuvre pour essayer de rétablir cet équilibre. Et tout naturellement, on s'est penché sur le projet Blue Carbon, qui a aussi la vocation, puisque vous savez, les mangroves vont capter beaucoup plus de carbone qu'une forêt classique. Donc, c'est une sorte de double gain, restaurer l'écosystème, capter beaucoup plus de carbone, mais aussi prévenir la montée des eaux grâce aux plantations présentes. Et donc, on s'est lancé dans l'aventure en 2020 et on a voulu innover un peu aussi sur ce projet. Donc, plutôt que de faire intervenir l'humain dans la zone, on a utilisé des drones. Donc, en fait, ce sont les drones qui sèment les jeunes plants de mangroves, majoritairement. Et ça, on l'a fait de 2020 à 2023. Donc, on a déjà presque 350 000 plants qui ont pris et qui se sont développés. Et en 2024, on est allé un cran plus loin. Donc, on a accéléré le nombre de plants semés. Il faut savoir qu'il y a un taux de réussite à peu près de 40%. Hein, donc, sur les 567 000 plantés, on aura aussi de nouveau à peu près 250 qui auront réussi à grandir. Et on est allé un cran plus loin dans l'implication des parties prenantes puisqu'on a aussi associé des étudiants. Donc, il y a une centaine de jeunes qui sont venus apprendre ce qu'est la mangrove, quelles sont les valeurs ajoutées et la richesse de cet écosystème et nous aider à planter. Donc là, il y a eu un petit plantage humain, mais globalement, en fait, et vous voyez un peu les vues différentes sur les photos, on intervient peu humainement et on fait la surveillance et les plantations par drone. C'est une action qu'on a fait avec plusieurs parties prenantes, dont l'agence environnementale d'Abu Dhabi, mais aussi pour la partie drone, Distant Imagery Solution. Et si on dézoome un peu, en fait, eh ben, notre action rentre dans la contribution des Émirats arabes unis
à la trajectoire du cadre mondial pour la biodiversité, puisqu'ils ont un objectif de replanter 100 millions de mangroves d'ici à 2030. Donc un projet solution fondée sur la nature qui, à la base, a émergé d'un besoin business et qui, aujourd'hui, bien sûr, va bien au-delà. Merci beaucoup Elsa. C'est super intéressant de voir cette évolution. Et peut-être tu peux nous dire un petit mot sur qu'est-ce qu'il en est des autres sujets, des autres façons dont Engie va pouvoir aborder les thématiques océan. On pense bien sûr à l'offshore. Oui, bien sûr. Donc, on développe de l'éolien en mer, à la fois éolien flottant et éolien ancré. Donc, on a un beau projet là en Méditerranée où on a développé bien en amont des recherches, des études sur la biodiversité. Et donc, le projet a tout un pan aussi de préservation de la zone et de contribution à la restauration, notamment avec je sais pas comment on appelle ça des bio-huts qui permettent d'héberger la biodiversité sous les socles des éoliennes flottantes. On a bien sûr des tas d'actions pour tous nos sites qui sont en bord de mer, hein, que ce soit des centrales thermiques, les usines de dessalement ou encore nos terminaux méthaniers. Et de par la grande variation d'activités que nous avons dans le groupe, on est aussi positionné pour accompagner les acteurs portuaires, que ce soit le shipping, les ports en eux-mêmes, les industries à proximité des ports, pour essayer de transformer toute cette activité portuaire en un acteur positif en énergie pour le territoire. Et non seulement via la production d'électricité, mais aussi via la production de molécules, de e-carburant ou de biométhane. Et peut-être pour vous illustrer rapidement, on a un projet dans le port de Dunkerque qui s'appelle REUSE, ou Reuse, en fonction qu'on connaisse le milieu dunkerquois ou pas. Et l'objectif, c'est de récupérer le CO2 émis par ArcelorMittal pour produire des carburants de synthèse en le mélangeant simplement avec de l'hydrogène, un produit à partir d'électrolyse de l'eau. Et ces carburants vont être destinés au transport maritime et au transport aérien. C'est un exemple parmi tant d'autres parce qu'on essaye vraiment d'accompagner beaucoup de zones portuaires dans leur trajectoire de décarbonation. Excellent cette boucle créée au niveau des ports. Donc, merci beaucoup Elsa de nous avoir pu montrer effectivement ces différentes facettes pour Engie d'avoir abordé ce sujet. Et notamment, voilà, on voit que ça ouvre le chemin à beaucoup ensuite de questions et de projets sur la façon de pouvoir passer à l'échelle sur la transformation au niveau des territoires, que ce soit des ports, hein, comme tu as dit, c'est des hubs, hubs d'énergie, hubs commerciaux, hubs business maintenant. Et ce qui nous fait également une transition toute trouvée pour maintenant donner la parole à nos amis de Vinci, donc Lionel, Ludivine. Voilà, Vinci, c'est un groupe multi-acteurs, beaucoup d'activités qui sont connues parfois, mais parfois non, parfois également non, que ce soit dans la mobilité, dans les infrastructures, dans l'énergie. Donc ça fait également écho à cette multiplicité des facettes des enjeux littoraux et maritimes. Donc, comment est-ce que chez Vinci, vous avez pu aborder cette complexité des enjeux océans? Merci Laurent. Donc Ludivine Serrière, moi je fais partie des équipes Léonard, donc la plateforme de prospective et d'innovation du groupe Vinci. Donc on est là pour explorer des grands sujets qui vont venir impacter les territoires et indirectement nos activités. Le sujet des océans, ça fait quelques années qu'on a commencé à l'investiguer, notamment quand on a commencé à travailler sur le changement climatique. On a compris qu'il était difficile de scinder les deux, parce que l'océan est un des grands acteurs liés au changement climatique. Et ça nous paraissait important de commencer à regarder les activités qu'on avait en interne, les thématiques qui venaient lier nos différents métiers et voir quelle typologie d'impact positif on pouvait aller pousser. Il y a eu plusieurs grandes thématiques.
Là, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous en présenter deux qu'on a pris à bras-le-corps. Une thématique qui nous est chère parce que c'est vraiment le cœur de nos métiers, qui est toute la partie résilience des infrastructures et notamment des côtes sur la partie submersion et érosion. Ça, c'est un sujet qu'on a pris à bras-le-corps. Et Lionel, qui est avec moi aujourd'hui, vous présentera plutôt la partie décarbonation. Donc, encore une fois, décarbonation des infrastructures portuaires, mais également toute la chaîne de valeur liée au transport maritime. On ne fait pas ça tout seul, bien sûr, hein. La plupart du temps, c'est des projets en consortium. Euh, donc voilà, hein, l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, on vous présente quelques projets parmi énormément de projets qu'on a pu traiter sur les dernières années. Alicia, si tu peux nous montrer le premier. Un premier projet qui a été traité à travers une de nos filiales chez Vinci Construction qui s'appelle Résalience. Donc, c'est un bureau d'études qui est spécialisé dans l'analyse territoriale liée au changement climatique. Et l'objectif de ce projet qui a été porté avec le CNES et les Nations Unies a été au Sénégal d'abord de donner aux élus locaux une vision un peu plus pragmatique de l'évolution du trait de côte, d'une part. Donc là, typiquement, ça vient activer chez nous des métiers qui sont liés à la télédétection, aux capteurs, aux images satellites. Et derrière, on y couple des scénarios, comme les scénarios du GIEC, pour essayer de simuler quelle va être l'évolution du trait de côte. Donc ça, c'est des cartographies après de vulnérabilité qu'on peut présenter. Mais c'est pas tout. Il y a aussi eu une enquête avec les locaux pour comprendre leur perception du changement climatique. Et derrière, au-delà des cartes de vulnérabilité qui étaient, je dirais, scientifiques et territoriales, il y avait aussi toutes des cartes de vulnérabilité, mais qui étaient plutôt designées par les personnes sur place vis-à-vis de leur perception de l'évolution au final du trait de côte, mais aussi des infrastructures qui étaient déjà présentes. Donc ça a été un projet pour nous important parce que derrière, ça permet de prévenir et du coup, surtout de donner des outils et de la donner pour que derrière, des décisions puissent être prises. On peut là travailler dans des secteurs où financièrement, bah, il y a besoin de beaucoup travailler toute la partie modèle d'investissement. Donc, plus on a d'informations, mieux on va travailler les investissements pour trouver des solutions d'adaptation, de réadaptation à court et moyen terme. Donc ça, c'est un projet avec Résilience au Sénégal. Merci beaucoup, Nadine. Un deuxième projet qui nous paraît pertinent, des solutions de géotextile coffrant. Donc là, encore une fois, c'est une solution d'adaptation à l'érosion. Quand on parle de Blue Economy, quand on a investigué les sujets, il y a bien sûr le sujet environnemental, mais il y a aussi le sujet social. Et globalement, quand on parle de résilience et d'adaptation des côtes, c'est souvent des sujets qui sont très coûteux, avec de grosses infrastructures. Mais malheureusement, hein, l'érosion, c'est pas quelque chose qui se passe que dans des pays où derrière on a la possibilité d'avoir accès à des investissements plus simplement. Et malheureusement, ça se passe aussi dans des pays où il est difficile d'aller trouver des solutions de financement. Donc, il y paraît important de développer des produits qui soient accessibles et accessibles financièrement, mais aussi accessibles dans la mise en place et accessibles à la main-d'œuvre qui est sur place. Et c'est le cas des solutions géotextiles qui permet vraiment d'avoir une solution qui peut être implémentée par les populations locales pour derrière venir traiter des problématiques d'érosion. Par exemple, si je fais le lien avec la présentation d'Engie, il y a des solutions SFN qui sont à privilégier hein, globalement quand on a des problématiques d'érosion. Là-dessus, on est tous alignés. Par contre, il y a certains sites, notamment au niveau des ports, là où il peut y avoir une densité de bateaux, dans les zones d'affouillement qu'on appelle, où il y a du coup des hélices qui tournent. Il est compliqué d'aller implémenter de la mangrove, de la végétation, parce que derrière, elle se fait tondre assez régulièrement. Donc là, on est obligé d'aller chercher des solutions de ce type et qui permet du coup d'avoir une bonne gestion du trait. Je vais laisser la parole à mon collègue Lionel sur la partie plutôt décarbonation. Et puis si vous avez des questions, on pourra y revenir.
Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Lionel Dallard, directeur de la communication et de la stratégie pour les métiers du terrassement, des travaux maritimes et fluviaux, du génie écologique chez Vinci Construction. Premier projet dont on voulait vous parler, c'est un projet alors que nous réalisons en construction simple, c'est-à-dire que le client est le port, enfin c'est Aropa Port, qui a lancé il y a maintenant une vingtaine d'années un grand projet d'aménagement portuaire qui s'appelle Port 2000, auquel nous avions participé. Et dans la durée, donc ce port en exploitation utilisait ou avait recours facilement et très fortement aux camions pour acheminer les containers qui arrivaient du monde entier au Havre. Aujourd'hui, la décarbonation du transport et donc de toute la logistique issue des infrastructures de Port 2000 a posé question, et donc Aropa Port a choisi de transformer ces installations. Alors, techniquement, la problématique qui se posait, c'est que pour aller de Paris à Port 2000, à un moment donné, il y avait un morceau, pas énorme, mais il y avait quand même un morceau où on était en site ou en configuration maritime, ce qui fait qu'il y avait une exposition forte aux aléas climatiques maritimes, et réglementairement, il fallait passer par des moyens maritimes. Le projet de la chatière consiste, alors vous avez un photomontage qui vous montre, et c'est assez subtil, comme son nom l'indique, un petit passage en extrémité de digue qui permet, quand les moyens fluviaux dédiés au transport de ces containers vont arriver à proximité de la zone de Port 2000, de rester en site fluvial, c'est-à-dire sous protection de la digue, et de pouvoir être sans rupture, sans discontinuité. Alors tout simplement, cette disposition-là va permettre d'avoir recours beaucoup plus massivement au transport fluvial pour l'exploitation de Port 2000. Donc nous, entreprise de construction, nous avons dans ce projet-là une construction et un réaménagement de digues en mer à faire, donc avec une déconstruction partielle d'une digue existante que nous avions réalisée à l'époque, et la construction d'une nouvelle digue, avec tous les enjeux de construction en site maritime. Et pour la petite histoire aussi, travaux qui ont démarré cet été avec une opération de dépollution pyrotechnique d'ampleur en eau, puisque ce sont des zones qui ont été fortement impactées lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc un projet qui va permettre à terme de décarboner le transport, et notamment l'approvisionnement du bassin parisien. Et puis un deuxième exemple que l'on voulait vous proposer. Alors là, je me fais le porte-parole de mes collègues de Vinci Énergie. Si on peut passer à la diapo d'après. Toujours le même port, parce que pour montrer la dynamique sur ces sujets de décarbonation d'un exploitant portuaire. Là, il s'agit d'amener des réseaux électriques afin de permettre aux bateaux de plaisance d'être raccordés électriquement pendant leur durée de stationnement à quai, pour limiter à la fois les émissions de gaz à effet de serre, mais vous savez aussi qu'il y a beaucoup de particules fines qui sont liées à ces moyens de transport. Alors, il y a des sites qui sont plus ou moins exposés, mais le port du Havre, donc Aropa Port toujours, enfin les ports sur la Seine, parce que je vous rappelle que c'est un ensemble de 3 ports, c'est Le Havre, c'est Rouen et c'est Paris, Aropa, a décidé de transformer ces installations afin d'avoir une solution d'alimentation électrique sous format de onshore power supply, d'alimentation électrique des navires, afin de travailler, de réduire les différents impacts. Voilà. Donc nous, constructeurs, nous sommes fortement en France, notamment dans un système où nous sommes parmi les 3 acteurs toujours en phase de construction, c'est-à-dire que nous ne concevons pas les projets, nous ne les dimensionnons pas, mais nous ne portons pas non plus l'utilité du projet, mais nous accompagnons nos clients, les maîtres d'ouvrage, et en lien avec les bureaux d'études, ces projets pour essayer de les réaliser au mieux, que ce soit lors de la phase de construction, pardon, et pour optimiser aussi les phases de maintenance postérieures.
Excellent. Merci beaucoup, Lionel, pour avoir bien montré voilà, cette multiplicité d'activités et cette dénomination de hub que peuvent jouer les ports dans la décarbonation, effectivement, à terre et en mer, avec cette position d'interface unique qu'ils ont. Alors, je vous propose, sans plus attendre, d'enchaîner avec notre troisième témoignage donc de BNP Paribas, avec Sylvain et Victoria. Donc voilà, donc après avoir vu les solutions des industriels, donc logiquement, on va aller regarder comment est-ce qu'ils peuvent être, comment les acteurs financiers peuvent aborder ce sujet-là, que ce soit via l'exploration, voilà, le financement, l'investissement dans des nouvelles solutions. Sylvain, Victoria, l'écran est à vous. Ouais, peut-être Sylvain, je peux commencer et me présenter, je te laisse la parole ensuite. Donc bonjour à tous et merci beaucoup Alicia et David d'avoir coordonné tout ce travail. C'est vraiment super d'avoir une brochure comme ça. Donc de mon côté, donc je travaille à la direction de l'engagement du groupe BNP Paribas et je suis en charge de la stratégie ESG en lien avec l'océan et donc de tous les enjeux et secteurs qui s'y relient. Et pour cette brochure, on a choisi de mettre en avant deux choses. Premièrement, notre position, qui a été assez avant-gardiste en la matière, qui a été publiée en 2019 et qui structure un peu toute cette stratégie sur l'océan. Et d'illustrer cela avec une initiative très récente que Sylvain va vous présenter, qui s'appelle Blue Finance, qui est une facilité de dette à impact. Donc, on peut passer à la slide suivante, qui retrace un peu les grandes lignes de cette position, justement, donc comme je le disais, qui a été publiée en 2019 et qui partait du constat assez simple et aujourd'hui partagé par tout le monde que aujourd'hui, une planète vivable, mais surtout une économie durable, n'est possible qu'avec un océan vraiment bien préservé. Donc cette position, elle a été relativement pionnière puisque là où d'autres acteurs ont pris plutôt, ont fait plutôt le choix d'angles plus sectoriels, nous, on a fait le pari assez tôt de traiter l'océan comme un sujet à part entière, vraiment multi-acteurs, multi-secteurs, avec une stratégie bien définie en deux piliers assez classiques pour préserver l'océan. Un premier pilier qui est vraiment dédié à la réduction des risques en définissant des critères qui encadrent nos activités de financement et d'investissement dans des secteurs qui sont clés de l'économie bleue. Donc là, j'en ai listé quelques-uns, le transport maritime, la pêche et l'aquaculture, tout ce qui va être les infrastructures offshore et certains secteurs terrestres qui ont un lien fort avec l'océan. Et puis d'autre part, un pilier plus axé cette fois sur les opportunités qui seraient à saisir, à renforcer, avec le déploiement de tout un panel de produits financiers qui seraient dédiés et qui permettraient d'aider nos clients à transitionner. Des cibles aussi chiffrées, notamment dans le transport maritime. On a mis en place une enveloppe en 2019, un objectif à atteindre en 2025, posé en 2019, d'aider à hauteur de 1 milliard la transition écologique du transport maritime. On a aussi, dans cette stratégie-là, l'explication de notre soutien à un écosystème de start-up qui innove pour répondre et résoudre les grandes pressions qu'on connaît aujourd'hui sur l'océan. Une formation de nos collaborateurs, notamment des métiers qui sont en lien avec les clients. Puis enfin, un soutien massif à la recherche. On a une fondation qui est très, très impliquée sur ce sujet-là. On a depuis 2010 un programme qui s'appelle Climate and Biodiversity Initiative qui soutient la recherche globalement liée à la biodiversité et au climat et qui cette année fait un focus très spécifique sur l'océan et les écosystèmes côtiers. Donc on est très très fiers pour pouvoir soutenir tout ça. Et pour faire le pas avec et le pont avec Sylvain, un des enjeux qui est aujourd'hui toujours très important et qui est largement sous-financé, c'est évidemment la thématique de la conservation des écosystèmes, qui demande aujourd'hui beaucoup d'innovation et ça a été le fruit de réflexion et de ce projet de Blue Finance. Et du coup, je rebondis. Merci Victoria. Donc moi, je travaille dans la même direction que Victoria, mais une équipe un peu différente, puisqu'on a un mandat, nous, d'investir des fonds propres de la banque dans des projets à impact positif sur l'environnement et la société au sens large. Et donc, dans ce cadre-là, on a travaillé avec une association qui s'appelle Blue Alliance et qui est un réseau d'aires marines protégées dans les pays en développement, qui, là, il y a quelques chiffres, mais qui
gère un certain nombre d'hectares dans ces pays-là et qui a développé, pour les gérer de façon efficace, une thèse un peu particulière qui est de dire que, en gros, pour protéger efficacement ces écosystèmes marins, il faut à la fois travailler avec les populations locales pour faire en sorte d'alléger les stress de dégradation sur ces écosystèmes, mais aussi tout simplement trouver des alternatives économiques à la surexploitation de ces aires marines protégées. Et donc, cette association a développé une approche qui est de travailler avec ces communautés-là, les aider à développer des activités connexes à ces aires marines protégées, qui à la fois profitent du cadre des ressources qui sont apportées par ces aires marines protégées, pardon, et en même temps ne dégradent pas l'écosystème. Peut-être qu'on peut passer sur la slide d'après où on voit, et même celle d'après encore, sur ces modèles économiques qui sont du coup en périphérie de ces aires marines protégées. Donc on a les classiques écotourisme, mais aussi on a une activité d'aquaculture, où là, en fait, on a l'association qui travaille avec des populations, des coopératives locales pour développer la culture de concombres de mer, qui est un marché qui se développe assez fortement en Asie. Et là, l'idée, c'est vraiment de le produire de façon durable et en périphérie de ces aires marines protégées. Et puis deux autres activités, la pêche durable, qui sert aussi à la fois à alimenter, enfin principalement les populations locales, mais aussi les villes et resorts de tourisme locaux. Et le dernier qui est plutôt donc les revenus tirés du blue carbon, qui sont là plutôt basés, comme ça a été abordé aussi, mais sur des modèles de restauration de mangroves ou d'autres écosystèmes plutôt enfin, marins, mais sur Terre. Et donc, nous, on a travaillé avec cette association pour peut-être la slide d'après, à un mécanisme qui permettrait de financer le développement de ces activités économiques. Donc, on a établi ce que Victoria a mentionné, une Blue Finance Impact Loan Facility, qui permet en gros de financer le développement initial de ces activités économiques à moindre risque, puisque en gros, tous les investisseurs qui vont rejoindre cette facilité vont pouvoir être exposés non pas à une seule activité locale, mais à un portefeuille de 13 activités réparties dans 4 pays. Et cette facilité, ça fonctionne comme une ligne de crédit que à laquelle Blue Alliance peut faire appel pour financer ses activités et qu'elle, on va dire, blend en bon français, mélange avec des grants et recoverable et non-recoverable. Grants qui viennent de philanthropes ou d'agences de l'ONU et qui, elles, ont financé toutes les études de faisabilité, mais aussi en partie certaines activités d'installation qu'on ne pouvait pas financer avec de la dette plus commerciale. Un petit point aussi, on l'appelle le Impact Loan Facility, puisque en gros, on a un taux d'intérêt qui est lié directement aux KPI d'impact qui sont là pour le coup répartis de façon assez égale entre la préservation de la biodiversité, ou en tout cas l'amélioration même des écosystèmes marins, une amélioration de la qualité de vie des populations locales, et le dernier point qui est directement lié à la restauration des écosystèmes, donc plutôt sur le carbone, et plus les activités économiques sur le terrain délivrent d'impact et moins le taux d'intérêt est élevé, ce qui permet d'avoir un vrai incentive aussi pour garder vraiment ces activités locales alignées sur cet objectif de développer des activités économiques durables. Et je crois qu'à la fin, la dernière slide, c'est justement une overview de ces KPI d'impact qu'on monitore sur le terrain. Et voilà. Donc nous, BNP Paribas, là, c'est une facilité qui a pour objectif d'atteindre 10 millions de dollars. Et BNP Paribas a engagé un investissement initial de 2,4 millions. Et là, on recherche d'autres investisseurs qui pourraient participer à ce tour de table. Voilà, un très résumé. Merci beaucoup Sylvain et Victoria pour cet aperçu, hein, et puis bravo pour le travail de fond effectivement qui a été fait par BNP sur sur ces sujets. Écoutez, en regardant notre chronomètre, on va continuer tout de suite. Nous avons également avec nous Caroline Roux du groupe CMA CGM.
Donc c'est CMA-CGM qui a présidé la commission Océan de PE et nous voulions pour cela redonner la parole à Caroline suite à ces interventions. Caroline, c'est à toi. Eh ben, merci beaucoup déjà pour l'introduction et merci beaucoup de m'avoir invité pour cette conclusion. Moi, je représente là, le groupe CMA-CGM, transport maritime, mais pas que, et aussi logistique. Donc évidemment, ça fait sens d'avoir CMA-CGM président en commission Océan, parce qu'évidemment, l'océan est un de nos enjeux majeurs pour le groupe. Mais également, on peut faire le lien avec d'autres sociétés, d'autres entreprises présentes chez EPE. Et c'est en ça que c'est la force, je trouve, de la commission Océan de pouvoir échanger nos bonnes pratiques. D'ailleurs, Elsa là, vous nous a fait un bon lien entre le transport maritime et les énergies nouvelles dont nous avons besoin évidemment pour nous décarboner. Donc, c'est un des grands enjeux. Donc, déjà, merci beaucoup. Ensuite, EPE et cette brochure permet aussi de mettre en valeur et mettre en commun toutes ces bonnes initiatives. CMA-CGM aussi a participé au travers de 2 initiatives. Nous, c'est sur des bouées hydrophoniques par rapport à notre partenariat avec le Woods Hole Institute aux États-Unis et aussi notre coalition pour les nouvelles énergies. Donc voilà, ça fait le lien avec beaucoup d'entreprises membres de PE également. Donc c'est toujours très utile. Merci beaucoup et j'espère aussi vous attendre tous à l'UNOC, donc prochainement au mois de juin, qui sera donc dans 15 jours. CMA sera représenté et notamment on va contribuer à un pavillon au niveau de la baleine, un pavillon sur la décarbonation du transport maritime, qui est un des enjeux de l'UNOC et un des principes, un des enjeux et des objectifs pour cette conférence. Donc j'espère qu'on pourra s'y croiser. Normalement, j'y serai les 10 et 11 et j'espère vous voir très nombreux. Je sais que PE sera présent également. Donc Alicia, David, ça sera avec plaisir. Merci Caroline pour ce mot de conclusion sur la commission et d'ouverture vers la conférence des Nations Unies sur l'océan. Donc effectivement, on sera beaucoup à s'y retrouver, que ce soit entreprise. Donc EPE emmènera une délégation d'entreprises. Il y a environ une vingtaine d'entreprises membres d'EPE qui seront présents à Monaco et à Nice. Donc n'hésitez pas à suivre les événements qui seront organisés sur place. Euh, Également, EPE a collaboré avec d'autres réseaux d'entreprises pour organiser et élaborer un business call to action qui sera lancé le dimanche 8 juin à Monaco. Si certains d'entre vous ne l'ont pas encore signé, c'est toujours possible de le faire dans les prochains jours. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin, si le sujet vous intéresse. Voilà, en tout cas, les 3 prochaines semaines seront riches en événements, riches en attentes également vis-à-vis des annonces qui seront faites à la fois par les gouvernements et les acteurs privés lors de l'UNOC. Vous le savez, l'UNOC, ce n'est pas une COP, il y aura pas de négociation à proprement parler, mais par contre, c'est une porte qui s'ouvrira vers un certain nombre de traités internationaux, que ce soit la COP30 à Belém, les négociations à l'autorité internationale des fonds marins, également le traité plastique, le traité Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Donc voilà, donc on va dire un ensemble de traités internationaux qui seront sans doute boostés, encouragés à l'UNOC, et également les acteurs qui pourront y chercher de l'inspiration, du benchmark et beaucoup d'échanges entre les acteurs. Je pense que c'était peut-être le mot-clé d'aujourd'hui, cet aspect échange-collaboration. On l'a bien vu, entre tous ces acteurs qui à la fois ont échangé au sein de la commission, mais également où on a pu voir un certain nombre de projets coopératifs entre eux.
Eh bien donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc encore une fois, un grand merci à tous les intervenants pour leur témoignage. Vous voyez maintenant apparaître dans le chat le lien vers le recueil de bonnes pratiques qui est désormais disponible, hein, on le rappelle, en anglais et en français. Donc n'hésitez pas à en faire bon usage, hein, pour vous inspirer, pour vous benchmarker, pour ouvrir des dialogues avec les entreprises qui ont contribué et votre écosystème. Tout est possible, c'est fait pour cela. Et voilà, donc nous vous remercions également, vous, participants, d'avoir contribué à la bonne réussite de ce webinaire. Donc nous vous souhaitons à tous une bonne fin de journée, un bon appétit pour ceux qui ne sont pas encore déjeunés, et on sera bien sûr heureux de vous retrouver à l'UNOC et dans d'autres occasions sur Terre ou en mer.